dans différentes versions qui s'appellent l'Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu, Edbuntu, et même encore d'autres versions, comme je vais citer quand même les copains de Emabuntus, qui ont sorti une distribution qu'ils ont personnalisée. Ils ont une autre distribution qui est l'Emabuntus, qui est basée sur l'Ubuntu. Toutes ces différences-là, en fait, pour simplifier, parce que ça sera même, c'est pas simplifié, ça sera même simpliste, mais toutes ces distributions-là, en fait, sont basées sur le même noyau Linux, enfin GNU Linux, très important. Très important, on l'expliquera tout à l'heure, sur le même noyau GNU Linux, mais la distribution, ce qu'on appelle une distribution, c'est le pack de logiciels qui va accompagner donc ce noyau, et ainsi que le bureau. Alors, le bureau, évidemment, pour les 3/4 des gens qui nous écoutent, le bureau, c'est un Windows. Mais il y a plein de sortes de bureaux possibles, il y a plein de sortes de bureaux différents qui sont possibles, et c'est ce qui fait la grande variété de ces distributions. Mais je te laisse encore une fois développer le reste. Une précision, effectivement, le noyau, c'est un noyau qui est un noyau Linux, donc qui a été créé par un développeur du nom de Linus Torvalds. Et à côté de ce noyau-là, on a un certain nombre de logiciels de base, on va dire, pour faire simple, qui ont été développés justement par Richard Stallman. C'est le projet GNU. Et c'est la réunion de ces deux projets-là, le projet Linux et le projet GNU, qui a permis de donner le système d'exploitation GNU Linux. Et le problème, c'est que un utilisateur qui n'est pas vraiment spécialiste en informatique ne peut pas utiliser facilement ce système GNU Linux. Donc il faut des distributions, c'est-à-dire des versions qui soient accessibles à tout le monde, et donc avec des logiciels qu'on peut tous utiliser, qu'on soit informaticien ou non. Donc j'ai parlé de 3 droits fondamentaux. Donc le droit d'utilisation et d'étude, le droit de modification, le droit de copie et de distribution. Donc pour ces 3 droits-là soient possibles et soient effectifs, il faut 2 moyens. Il faut vraiment qu'on ait accès à 2 moyens sur le plan technique. L'accès au code source, et sur le plan juridique, l'existence d'une licence. Et ça, c'est un point très important, parce qu'on s'imagine souvent non seulement qu'un logiciel libre et un logiciel gratuit, mais qu'en plus, comme on peut le partager, etc., c'est un logiciel qui n'est pas protégé par une licence. Ça, c'est l'idée que se fait souvent le grand public. C'est vrai que des logiciels libres. C'est une mauvaise idée, alors que je dirais que la plus grande création justement de Richard Stallman, c'est d'avoir pu dans ce marché mercantile qui n'allait que vers la marchandisation et le blocage absolu des logiciels, afin qu'on ne puisse pas les modifier et donc être obligé d'acquérir une licence, donc en résultat de payer tout simplement. Le jour où effectivement il a eu cette idée de se dire que le seul moyen de protéger la liberté était je fais exprès, c'est entre guillemets, de verrouiller tout ça avec une licence qui oblige au partage et au rappel que tu es en train de nous faire de la base fondamentale de GNU, c'est ce que tu nous énumères depuis tout à l'heure. Donc sur cette licence, il y a justement, ça peut paraître un peu technique, enfin un peu juridique, mais c'est important de mettre en avant le fait que justement ce dont tu as parlé, c'est le mécanisme du copyleft, c'est-à-dire que Richard Stallman finalement et les tenants du logiciel libre nous obligent à retourner à la communauté nos contributions, ce que ne font pas d'autres courants. Par exemple, une licence peut être open source et libre, mais ce qui va être important, c'est la présence ou non du mécanisme de copyleft. Ce mécanisme-là signifie quoi? Ça veut dire que l'auteur... Je vais juste préciser copyleft en opposition à copyright. Tout à fait. C'est de l'humour d'informaticien, mais c'est très parlant. Et d'ailleurs, le logo est à l'inverse de celui du copyright. C'est le même mais inversé, ce qui est verrouillé et ouvert. Voilà. On va prendre une petite image. Le logiciel, c'est un peu comme une œuvre d'art. Une œuvre d'art. Donc l'auteur de cette œuvre d'art ne va pas autoriser que son travail puisse évoluer avec des restrictions des 3 droits dont on a parlé. Ça veut dire que n'importe quel contributeur, si vous voulez ajouter votre petite touche à cette œuvre d'art-là, donc n'importe quel contributeur qui apporte une modification est obligé de ne redistribuer ses propres contributions
qu'avec les mêmes conditions d'utilisation, c'est-à-dire en vous donnant ces mêmes 3 droits-là. Alors effectivement, c'est essentiel pour pas se retrouver en fait avec des entreprises de logiciels propriétaires qui verrouilleraient en fait des logiciels libres. Justement, ce que permettent certaines licences qu'on appelle permissives, comme la licence BSD par exemple, de l'université de Berkeley. C'est-à-dire qu'on dit on contribue, on donne du code source, mais on s'attend pas forcément à ce que ce code source retourne à la communauté. Et ça, je dirais, c'est que ça remet quand même en cause. Bon, c'est une prise de position de ma part, mais ça remet en cause l'esprit justement de partage et de liberté qui existe au sein de la communauté du logiciel libre. Et c'est quelque chose. Bon, on peut pas dire que Richard Stallman récuse l'existence de ces licences-là, vu que la FSF, qui est l'organisation qu'il préside, reconnaît la plupart des licences open source comme des licences de logiciels libres, mais dit que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un vrai partage au sein de la communauté, il faut mettre ce mécanisme-là de copyleft. Ça, c'est véritablement quelque chose d'essentiel, et c'est quelque chose qu'on développera à un autre moment, puisque nous sommes quand même sur Radio Libertaire, et je pourrais dire en fait que moi, dans ma découverte en fait des logiciels libres, déjà ce qui m'a attiré, c'est la philosophie, c'est pas du tout la technicité, hein, et ce qui m'a particulièrement intéressé, effectivement, c'est cette philosophie de liberté, cette philosophie du partage. La communauté, attention, ce n'est pas du communautarisme, hein, c'est une communauté ouverte. Je pourrais parler par exemple de Debian, qui est un développeur français, mais c'est mondial. Hein, il y a des développeurs pour Debian qui sont situés sur toute la planète, puisqu'évidemment, ils n'ont pas besoin de se rencontrer. Internet fait le travail de rencontre finale sans aucun problème. Et chacun les empêche pas de se rencontrer. Ce qui les empêche pas de se rencontrer. Soit de façon conviviale. Soit de manière conviviale ou virtuelle en plus. Hein, ça, c'est pas du tout le souci. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra vous expliquer. Peut-être après une petite pause musicale. On va vous passer French Lab Mea, de l'album Mysterious Sound, atmosphérique, toujours disponible sur Jamendo. C'est des artistes qui ont décidé de travailler avec des licences libres. Et je vous le rappelle, vous pouvez...
Vous êtes à l'écoute des chroniques syndicales de Radio Libertaire 89.4 et pour nous joindre au téléphone pendant les pauses musicales 01 43 71 89 40. Eh bien, Stéphane, toujours avec Jean-Pierre et Karim pour parler des logiciels libres. Effectivement, Karim vient de nous présenter les 5 points essentiels de définition du logiciel libre et de la différence qu'il y a effectivement avec les logiciels que nous qualifions de privatifs, car verrouillés et fermés. Et il y a ce terme de libre. C'est parce que derrière aussi, il y a d'autres choses qui se cachent, non pas du côté des logiciels libres, mais du côté de la volonté de Richard Stallman de se dire que si quelqu'un verrouille, c'est qu'il a peut-être quelque chose à nous cacher. Et souvent, pour l'ancien pâtissier que je suis, il prend un exemple relativement parlant, qui est l'exemple d'une recette de pâtisserie. Vous faites un excellent gâteau, vous le présentez à vos invités, et évidemment, s'ils l'ont apprécié, arrivera la question de « tu pourras me donner ta recette ». Eh ben, si vous appelez Apple, Macintosh, macOS, ou si vous appelez Windows, Microsoft et consorts, vous direz « hors de question, je ne te donnerai rien ». Par contre, si tu me payes, peut-être que je serai d'accord pour, non pas te donner la recette, mais te donner l'ensemble des ingrédients pour qu'à la limite tu fasses peut-être ton gâteau, mais en tout cas, tu sauras jamais avec quoi tu le fais exactement. Et le principe de Richard Stallman, c'est qu'effectivement, et la convivialité fait partie aussi de cette philosophie, hein, comme vous le disiez tout à l'heure, le partage. Évidemment que si je vous invite à ma table, et évidemment que si vous avez apprécié le gâteau, et évidemment que si vous me demandez la recette, je vous la donne avec tous les ingrédients, mais en échange, s'il te plaît, si jamais chez toi tu t'aperçois que tu mets quelque chose de plus pour l'améliorer, redonne-moi cette recette avec l'ingrédient que tu as mis en plus. Et si tu redonnes cette recette à d'autres de tes amis et qu'ils l'améliorent eux aussi, bah fais-moi partager ça aussi en retour, tu me le feras goûter et dis-moi ce que tu as mis en plus comme ingrédient pour améliorer effectivement cette recette. Je pense que là, avec cette illustration-là, Richard Stallman a trouvé quelque chose de très simple pour illustrer effectivement cette notion de partage. Justement, il y a cet attachement à des valeurs éthiques qui est fondamental. Et je pense que c'est ce qui nous anime tous dans la communauté du logiciel libre. C'est-à-dire que la première chose à laquelle on pense, avant même de penser aux problèmes techniques, c'est est-ce qu'on respecte les valeurs éthiques du logiciel libre ? Est-ce qu'on respecte la liberté et le contrôle qu'on doit donner aux utilisateurs ? Est-ce qu'on respecte les dynamiques participatives qui doivent exister dans les communautés libres ? Sans trop rentrer dans les détails techniques, mais Ubuntu, tu vas me reprendre, je crois que c'est sur la version 11.4 qu'ils ont fait la modification d'Unity. 11.4 et 11.10. Enfin, c'est à 11.4 qu'Unity est apparu. 11.10 est devenu quasiment obligatoire, quoi. Alors, ce qu'on vient de dire là, ça paraît, c'est un langage obscur pour beaucoup de gens. Unity, c'était simplement un nouveau bureau, une nouvelle manière de pouvoir accéder à ces différents logiciels, une nouvelle interface de son ordinateur. Elle a été perturbante. Pour moi le premier d'ailleurs. Pour moi aussi. Voilà. Pour énormément